mettez-vous en tête que la Smart City, c'est une démarche projet, public-privé, le plus possible avec le citoyen. Et donc, on a développé une sorte de boîte à outils qui nous permet d'être encore plus agile, plus agile. Donc, par exemple, un laboratoire des usages, donc, qui est basé ici d'ailleurs, avec lequel on organise des focus group, donc on réunit des populations, des panels, pour leur demander en amont et en aval l'avis sur des bonnes idées qu'on pourrait avoir, ou au contraire, de nous faire des remarques sur des projets que nous avons. Et puis, dans la boîte à outils, on a également de bâtir des projets concrets avec des entreprises, ou de faire expérimenter des solutions développées par des startups. Et c'est l'objet de l'échange qui va suivre tout à l'heure, maintenant. C'est de vous montrer, à titre d'exemple, des expérimentations qu'on a intégrées dans les services de la métropole, qu'on a fait tester par nos services, que vous avez parfois testé. Et vous allez voir, on les a sélectionnés ce soir en rapport avec le thème Humain demain, donc sur des problématiques de santé, environnement, enfin bien-être et vieillissement. Et donc, on vous propose d'entendre tour à tour 4 illustrations de 4 expérimentations start-up. Donc, je vais les appeler, enfin, ils vont venir dans l'ordre. Donc, je vais d'abord les nommer et ensuite, ils viendront un à un pitcher leur solution. Voilà, juste une règle du jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir les 4 pitch présentations à la suite, puisque c'est assez court. Et ensuite, on prendra des questions, donc on aura le temps de pouvoir échanger à l'issue des présentations. Donc, une première expérimentation et un projet qu'on a développé avec une fondation, I2LM. Donc, on appellera Jean-Baptiste Faure qui viendra nous présenter le Modulab que nous avons travaillé ici avec nos services seniors notamment, mais également avec la commune de Blagnac et plein de projets derrière, évidemment, Françoise Malégol. Je vais citer peut-être un petit peu les collaborateurs aussi. Nous accueillerons également la start-up SoAppli. Donc là, on est sur une problématique de gaspillage alimentaire. Donc, vous voyez qu'on est sur des sujets très divers, mais vous avez tout un catalogue devant vous et vous verrez aussi toutes les autres solutions start-up qu'on a pu tester. Nous accueillerons Emmanuel Parache sur l'expérimentation Biocénis. Ce sont des ruches intelligentes, des ruches connectées. Et puis enfin, Weatherforce, représenté par Julien Soursou, pour une application pollen. Voilà, vous en saurez plus, ce sera bien plus concret en leur présence. Voilà. Très bien, merci. Et bon, on va donner peut-être tout de suite la parole donc, à Jean-Baptiste Faure. Merci. Sous vos applaudissements, ça va l'encourager un peu. Voilà, merci. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. À vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors, pour le coup, c'est un démonstrateur de la Smart City qui s'appelle le Modulab et en fait qui est un service à destination notamment des startups, mais aussi à destination des collectivités, à destination de grands groupes aussi, de grandes entreprises. Alors je me suis permis de reprendre la thématique humain demain en mettant humain avec un S entre parenthèses aussi, parce que finalement ici on voit beaucoup, si vous avez fait un tour avant, on voit beaucoup d'innovations technologiques. Et le Modulab en soi, c'est en fait une innovation sociale, c'est-à-dire que l'humain demain est l'humain qui participera potentiellement, co-construira les solutions qui lui sont destinées. Et le Modulab a pour thématique principale le vieillissement, qu'il ne faut pas voir forcément comme quelque chose d'alarmant, un danger qui arrive, mais au contraire, savoir saisir cette opportunité et mettre en valeur en fait toute l'expérience, toutes les connaissances qu'ont accumulées les personnes qu'on caractérise comme vieillissantes. Finalement, mettre en valeur toutes ces caractéristiques et ces forces permettent notamment de répondre à l'enjeu du vieillissement de la population. Vous savez que la population vieillit de plus en plus. Et mettre en valeur leur capacité à ces personnes vieillissantes, ça permet d'avoir des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Ça permet que les solutions proposées soient mieux adoptées également, puisqu'elles répondent aux besoins. Ça permet une réduction du time to market, c'est-à-dire que ça permet de réduire le temps de développement des solutions, puisqu'on a directement le besoin réel et, vous allez le voir, on co-construit la solution. Et évidemment, de fait, on réduit le risque d'échec commercial. Alors là, je fais un petit focus sur justement cette force qu'ont les personnes qui ont accumulé de l'expérience tout au long de leur vie. Et ça me fait aussi plaisir d'en parler ici,
au quai des savoirs, puisque là, il est question de savoir d'expérience. On parle aussi de savoir expérientiel. C'est-à-dire que ce ne sont pas des savoirs académiques, mais ce sont des savoirs que vous accumulez avec votre vécu, potentiellement dans une situation particulière, en vieillissant notamment, en vous rendant compte de la société autour de vous, de la façon dont elle est adaptée ou non à votre état. Et petit à petit, vous accumulez cette expérience de cette marche, par exemple, qui est peut-être un peu trop haute, peut-être ce banc qui est un peu trop bas, auquel il manque potentiellement, je ne vais pas faire un catalogue, mais auquel il manque peut-être aussi des éléments pour se relever plus facilement. Tout ça, c'est des savoirs d'expérience. On les accumule selon les personnes malades, notamment, aussi on parle de savoir expérientiel, beaucoup de patients experts accumulent des savoirs du vécu avec la maladie, qui ne sont pas des savoirs académiques, qui ne sont pas des savoirs médicaux, mais qui sont du savoir du vécu. Et le but, en fait, du Modulab, c'est finalement de mettre en valeur ces savoirs. Mettre en valeur et permettre, dans notre cas, à la personne âgée d'être un utilisateur partenaire. On n'est pas sur une approche centrée sur la personne, c'est-à-dire que tous les experts, les grands experts se mettent autour de la personne et essayent de comprendre quel est son besoin, mais la personne vient autour de la table, en fait, concrètement, c'est-à-dire que si on faisait ça aujourd'hui, je serais ici. Je ne serais pas en train de vous faire un exposé, mais on serait en train de le travailler tous ensemble. Et pour ça, dans le déroulement d'un projet, que ce soit un produit ou un service, on va partir de l'analyse des besoins, qui est co-conçue. Puis on va passer par une phase d'émergence de solutions, de co-conception, où on va tous ensemble travailler sur la créativité avec des experts, par exemple, médicaux, des experts des collectivités, des experts d'autres éléments, des chercheurs et des experts du vécu. Ensuite, il y a les phases de prototypage, où c'est pareil, on va donner la possibilité en fait, aux experts du vécu d'être présents et de prototyper aux côtés de tout le monde, de proposer leurs idées, de réfléchir, de proposer des choses qui ne sont pas faisables, de proposer des choses qui sont faisables, mais en tout cas d'avancer ensemble, au même titre que les autres experts. Et puis il y a les phases de test et de déploiement qui sont là par contre à beaucoup plus grande échelle, puisqu'évidemment quand on travaille en groupe de collaboratifs, on ne peut pas travailler 100, 200 personnes, ou en tout cas c'est assez difficile. Et du coup par contre à un moment on doit passer à une échelle différente dans le déploiement de la solution. Alors, où, quand, comment? Donc en fait, ce démonstrateur, il va être situé à Blagnac et il va en plus adopter une méthodologie mobile pour pouvoir aussi travailler à distance de Blagnac. Il devrait ouvrir fin 2018 et c'est un projet qui est multipartenarial. Donc c'est un démonstrateur de Toulouse Métropole et d'autres partenaires sont présents, la Cité Jardin qui est un bailleur social, la ville de Blagnac, le conseil départemental de Haute-Garonne, le conseil régional d'Occitanie et la fondation I2ML dont je fais partie, notamment. Voilà, c'est le début d'un beau chemin, j'espère. Merci beaucoup pour cette présentation. J'appelle maintenant Valérie Aubert pour SoAppli. Voilà. Bonsoir à tous. Donc SoAppli, c'est une application effectivement qui a été qualifiée d'anti-gaspi. On est parti, enfin je suis partie d'une idée de chez moi, de la maison, d'une maman, d'une personne qui fait les courses et qui ne les fait pas toujours très bien, un petit peu à l'arrache des fois. Je fais des listes, c'est sûr, qui restent sur la table de la cuisine. Et quand je suis au supermarché, eh bien, je ne sais plus tout à fait ce qu'il me faut. Donc j'achète parce que je suis là et que je n'ai pas trop de temps à perdre, donc j'achète. Et arrivé à la maison, je me rends compte que j'ai acheté des choses que j'avais déjà, puis que j'ai oublié des choses dont j'avais vraiment besoin. Donc je suis partie de cette idée-là en me disant, si je savais toujours ce que j'ai dans mes stocks, ça serait peut-être plus facile de pouvoir faire mes courses, même sans avoir fait de liste. Et puis je jetterais moins, parce qu'au final, tout ce que j'ai acheté en superflu, ça finit souvent à la poubelle. Pas toujours, parce qu'on essaie d'être sage, mais quand même. Et puis quand on met ça à côté des chiffres, réellement, on se rend compte qu'on jette énormément. Donc c'est 29 kilos par an et par personne de déchets. Sur ces 29 kilos, il y a 7 kilos qui sont toujours emballés. Donc c'est bien qu'on a acheté de trop à un moment donné, qu'on l'a oublié quelque part.
C'est au niveau des foyers français 1,3 million de tonnes de nourriture qui sont gaspillées. Donc toujours avec nos 7 kilos par an et par personne au milieu de tout ça. Et ça représente 400 € pour une famille de 4 personnes. Donc voilà, même si on ne veut pas sauver la planète, on peut essayer de sauver son porte-monnaie. Alors il faut savoir que le gaspillage, c'est évidemment ce qu'on met à la poubelle, ce qu'on gâche, qu'on aurait pu utiliser, mais c'est aussi que quand on jette 1 kilo de bœuf, par exemple, on a gaspillé 15 000 litres d'eau. Parce que pour produire, on gaspille, on use un petit peu notre planète aussi. Et dans tout ça, on se rend compte que nos 29 kilos là au départ, on pourrait les réduire à beaucoup moins que ça. Il y a des irréductibles, bien entendu, mais on pourrait sauver 20 kilos par an et par personne. Donc je me suis posé la question. Je me dis si c'est à mon niveau, je pense que c'est au niveau des autres. Je suis ni plus imparfaite ni plus parfaite que les autres. Donc peut-être qu'en gérant mieux ses stocks, en essayant d'optimiser ses achats, acheter ce dont on a vraiment besoin, ça serait peut-être plus simple. Donc j'ai eu l'idée de Soappli. Soappli, c'est gérer ses courses de manière intelligente en passant par la gestion de son stock. Donc c'est une application mobile pour l'instant, mais on va la déployer sur le web aussi. Qui permet de gérer des stocks, de paramétrer des alertes aussi sur les dates de péremption. Donc l'idée, c'est que vous scannez vos produits, vous savez toujours ce que vous avez, donc dans 3 niveaux, que sont le frigo, les placards et le congélateur. Et quand vous allez faire vos courses, même si vous n'avez pas fait votre liste, vous savez ce que vous avez. Mais on vous aide quand même. On essaie aussi de vous faire une liste de courses intelligente. C'est-à-dire que chaque fois que vous sortez un produit, vous pouvez dire je le rajoute à la liste de courses ou pas. Voilà. Comme ça, on peut partir de la maison sans avoir, parce qu'on n'oublie pas son smartphone. Si on oublie la liste de courses sur la table de la cuisine, le smartphone n'y reste pas. Donc au moins, on a son smartphone et on peut faire ses courses de manière un peu plus intelligente, j'ai envie de dire, et en tous les cas plus efficace, en essayant d'acheter ce dont on a besoin et d'éviter d'acheter en double ou en triple des choses qui risquent de finir à la poubelle. Donc on veut faire de Soappli, on est en phase test depuis le 20 septembre. On a voulu faire aussi un outil, bien sûr, donc c'est à la fois un outil de gestion pour aider un petit peu à la gestion de la maison, mais aussi une communauté d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très à l'écoute de nos utilisateurs. D'ailleurs, on va attaquer la V3 de Soappli, justement grâce à tous ces utilisateurs qui nous font confiance et qui nous permettent d'évoluer aujourd'hui. Et c'est une équipe aujourd'hui qui est à l'écoute de ses utilisateurs, à votre écoute, pour essayer de faire évoluer l'application. Donc on est soutenu effectivement par Toulouse Métropole à bien des égards, autant en Smart City que par l'hébergement, puisqu'on est hébergé en pépinière. Et nos objectifs sont assez simples, c'est se simplifier le quotidien, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à se prendre la tête avec cette partie-là, avec la liste de courses intelligente, et nous aider tous à lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est un outil qui se veut innovant, et pour rester dans le thème, pour des humains de demain éco-responsables. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup Valérie. On reste dans le domaine de l'environnement avec Emmanuelle Parache, qui est ici. Bonjour, merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Emmanuelle Parache, je suis la fondatrice et la gérante de Biocenis, et on s'est posé la question de savoir si l'humain de demain était seulement connecté, augmenté, technologique, et puis en fait on s'est dit que non. Mais on s'est dit que non parce que nous, chez Biocenis, on fait ça. Alors c'est pas des pique-niques, on n'est pas organisateur de pique-niques, mais en revanche on travaille sur la biodiversité, et la biodiversité de manière très simple, c'est ça. C'est du vin. Quand vous buvez du vin, c'est du raisin qui a poussé sur des vignes, qui a poussé planté dans un sol fertile, irrigué par de l'eau, parce qu'il y a de l'eau. Quand vous avez des fruits et des légumes, c'est grâce aux pollinisateurs, les abeilles et les autres insectes qui pollinisent. Quand vous mangez sur une table, là c'est plutôt une nappe, c'est parce qu'elle est issue du coton, donc à nouveau une ressource naturelle. Et puis le petit panier en osier, voilà, en osier. Donc on est extrêmement dépendant de toutes les ressources naturelles. Et du coup, on s'est dit pourquoi en fait c'est pas connecté? C'est parce que en 2050, 75% de la population mondiale habitera dans des villes. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Et pour que la ville reste vivable, il faudra qu'elle soit intelligente. Mais être intelligente, c'est pas seulement technologique, ça veut dire bien vivre ensemble. Et on pense qu'on aura besoin de la nature.
parce que la nature fournit des services écosystémiques qui sont indispensables à nous, les humains, et à toutes les espèces. Donc, en ville, les services écosystémiques, donc en fait, c'est simple, j'en prends un au hasard, mais qu'on utilise tous, qu'on ne sait pas, enfin, on ne sait pas qu'on l'utilise, c'est respirer. Voilà. Donc, si on respire, c'est parce qu'il y a une production du dioxygène par les arbres, par le plancton, et donc si on n'en a plus, en fait, on ne respire plus. En ville, la nature permet de pouvoir réduire les îlots de chaleur. Ça permet de réduire les nuisances sonores, de briser le vent, et puis ça permet aussi de se promener, de contempler. Et donc, c'est ça qui nous paraissait intéressant. Et du coup, dans le cadre de l'expérimentation Smart City, on a voulu travailler cet axe-là, et donc monter le premier indicateur environnemental avec une espèce sentinelle à l'échelle d'une métropole. Donc en France, c'est la seule métropole, à ma connaissance, qui a monté un indicateur de ce type-là. Donc c'est extrêmement expérimental. Donc, donc l'idée, en fait, c'est de mesurer la qualité de l'environnement et notamment la qualité de la biodiversité. Pour en faire un outil, notre espèce sentinelle, c'est l'abeille. Donc c'est pour ça que vous avez une ruche à côté. Il n'y a pas d'abeilles, on ne les a pas amenées. Alors c'est une abeille qui est dite domestique, donc entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait elle se différencie des abeilles sauvages parce qu'elle vit en colonie. Donc c'est beaucoup plus simple pour faire des observations à partir de ces abeilles-là. C'est des abeilles qui sont des échantillonneuses exceptionnelles puisqu'elles vont dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Donc ça permet de circonscrire des zones. Et c'est des espèces qui sont à la fois résistantes, c'est-à-dire que dès qu'il y a une petite variation, elles ne vont pas mourir, mais en revanche, elles sont quand même très sensibles aux variations de l'environnement. Donc du coup, on a monté un indicateur, on a travaillé avec une autre start-up qui s'appelle Bigward, qui est installée à la Beige, et qui fait un outil en fait, pour le suivi des apiculteurs, le suivi des ruches pour les apiculteurs, mais vraiment pour la gestion d'une exploitation. Parce que vous avez sans doute entendu dire que le métier d'apiculteur, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de mortalité avec les abeilles, et il y a aussi des problèmes de récolte. Donc cet outil-là leur permet en fait de suivre à distance leur exploitation, de voir quand est-ce qu'elle est mielée, de pouvoir faire des transhumances plus facilement, aller faire les récoltes, etc. Et nous en fait on a un peu détourné l'outil avec Bigward et on s'est dit qu'on allait l'utiliser pour collecter des données et pouvoir en tirer des conclusions sur la biodiversité au sein de la métropole. Donc comment ça marche en fait? Alors, je vous ai mis des photos mais vous l'avez là aussi. Hein. En fait on met des capteurs qui sont en dessous de la ruche et sur la ruche. Donc il y a un capteur sous la ruche qui prend le poids, température extérieure. Et à l'intérieur, il y a un petit boîtier que vous voyez, qu'on intègre dans un cadre de ruche, en fait, qui ne gêne pas du tout les abeilles, qui communique une fois par jour. Et dedans, on a l'hygrométrie, température intérieure et géolocalisation. Ça, c'est très important. Donc en fait, on a équipé 5 ruchers sur Toulouse Métropole, donc on a une cartographie, on les a pris assez distants pour pouvoir justement que ces zones de 3 km ne se télescopent pas, et on a un rucher plus isolé, qui est celui de Biocénis, qui est à la campagne, qui nous sert de sorte de témoin. Alors c'est pas vraiment un blanc parce qu'il y a des grandes cultures, mais c'est quand même très différent du milieu urbain, pour pouvoir comparer. Donc on en a à la Maison de la Citoyenneté des Minimes, Toulouse Métropole Habitat, on a en Palo, sur l'incinérateur de Toulouse Métropole, donc la Setmi, près de Basso-Cambo, et puis également au muséum, mais à Bordeaux-Rouge, au jardin du muséum. Voilà. Donc on fait des relevés, donc ça ressemble à ça. Bon, là ça parle pas trop, hein, donc poids, température, etc. Et l'idée en fait c'est de pouvoir faire des comparaisons de ces relevés avec notamment l'histoire de la ruche, la mortalité, l'essaimage, la maladie, donc tout ce qui peut faire en sorte qu'il n'est pas lié à l'environnement, hein, un essaimage, l'essaim s'en va, voilà, et la météo aussi, puisque la météo a une forte influence sur l'activité des abeilles. Donc on récupère toutes ces données, et ensuite, par comparaison, en fait, on peut isoler les mortalités, la météo, pour en tirer des résultats qui permettent d'être un outil de décision pour la métropole. En observant les ruches qui fonctionnent mieux et moins bien, on peut, alors c'est notre hypothèse, hein, on est en train de la vérifier, en déduire des zones où il y a plus ou moins de biodiversité et du coup pouvoir donner des indicateurs à la métropole pour qu'elle densifie certaines zones en termes de biodiversité. Donc là, l'expérimentation est en cours encore, alors théoriquement jusqu'en mai, mais on va garder les capteurs. Enfin, c'est nous qui équipons, donc on ne les élèvera pas avant octobre, parce qu'en fait, on voudrait faire un cycle de ruches complet.
puisqu'en fait, peut-être vous ne le savez pas, mais à partir du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, les abeilles ont une activité très limitée. Et donc ensuite, on analysera les résultats pour pouvoir les fournir à Toulouse Métropole et voir du coup sur ces zones-là, les comparer aux zones agricoles aussi, ça risque d'être intéressant. Par rapport, il y a beaucoup de colza, il y a du blé, du maïs. Faire des comparatifs et voir où on peut densifier les zones en termes de biodiversité. Ça veut dire beaucoup de végétaux, par exemple, hein, peut-être des plantes mellifères, voilà, qui permettent à tous les pollinisateurs, pas seulement aux abeilles, de pouvoir s'alimenter. Donc, humains connectés à la nature. Merci beaucoup. Voilà, merci pour cette présentation. Toujours le domaine de l'environnement avec Julien Soursou. Julien, voilà, WeatherForce. Et donc un projet autour des pollens. C'est ça. Voilà, je vous mets... Ça marche? Oui. Oui, allez-y. C'est parti. Bonsoir à tous. J'ai lancé un nouveau diaporama, donc ça ne va pas aller comme ça. Bien. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir ici au Quai des Savoirs. Je m'appelle Julien et ce soir, je vais vous parler de météo. Donc quand on pense à la météo, effectivement, on a ce petit réflexe qui va nous dire effectivement des petites questions qu'on se pose régulièrement. Comment est-ce que je vais m'habiller demain? Est-ce que je dois prendre un parapluie? Effectivement, on a beaucoup d'activités, notre quotidien est finalement piloté par finalement le temps qui fait dehors. Et effectivement, la météo également, elle impacte d'autres aspects de la vie, en particulier à l'étranger. On peut avoir, il y a un grand impact sur l'agriculture, bon, évidemment en France aussi. Un impact également sur la pollution. Et puis également sur les phénomènes notamment de catastrophes naturelles, les inondations, etc. Donc effectivement, la météo, ce n'est pas que savoir comment on va s'habiller demain. Est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances cet été à la plage? Est-ce qu'il fera beau, etc. C'est aussi finalement un domaine qui est connecté à beaucoup de secteurs et qui impacte la sécurité alimentaire, la santé et puis la sécurité tout simplement des personnes et des biens. Petit exemple en fait, aujourd'hui tiré de notre expérience, du vécu dans une ville comme le Jakarta par exemple, la capitale de l'Indonésie. Lorsqu'il y a de fortes pluies, c'est 30 millions de personnes qui sont bloquées. Voilà, après un épisode de 30 minutes de pluie. Un autre exemple également, les agriculteurs par exemple au Kenya pourraient produire davantage de leur culture, on estime à 25% supplémentaire, s'ils avaient une information météo fiable à disposition. Donc la grande question c'est comment est-ce qu'on peut donner accès à l'information météo facilement et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes-là. Donc la réponse c'est WeatherForce, bien entendu. Donc je vous présente ici l'équipe. Donc ça c'était l'équipe l'an dernier, maintenant on est un petit peu plus grand. WeatherForce c'est une start-up toulousaine qui a été fondée en 2016 par Christine et Pascal qui sont au centre sur cette photo. Christine et Pascal qui sont donc des anciens du groupe Météo France et qui ont travaillé beaucoup à l'international. Christine David est anciennement chef de projet sur des projets de modernisation de centres météo nationaux et étrangers. Et Pascal Vinzac est également un directeur marketing, anciennement directeur marketing de Météo France. Donc on a eu l'occasion effectivement de voir un petit peu quels étaient les besoins à l'international et puis on connaît également les besoins en France. WeatherForce, qu'est-ce qu'on fait à WeatherForce? Donc on est une petite équipe sympathique, vous pouvez le voir là. On est un petit peu plus nombreux maintenant. Et on est une équipe pluridisciplinaire donc, qui mélange des compétences à la fois techniques, de développement informatique et également de data scientist, de spécialistes en météorologie et de spécialistes en UX design. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la donnée météorologique et on essaye de permettre aux centres météo nationaux des pays étrangers de mieux communiquer cette information météorologique auprès de leur population et des communautés locales. Donc on va essayer de vraiment faire en sorte que cette information-là ait du sens
et puisse maximiser son impact auprès des centres météo nationaux étrangers. Donc on aide ces centres météo. Et aujourd'hui, ce soir, finalement, je ne vais pas vous parler de l'étranger, je vais vous parler d'un premier partenariat qu'on a mis en œuvre avec Météo France, qui est donc l'application qui s'appelle Météo Pollen. Je vous avais dit que je vous parlais de météo ce soir. Donc de météo et de pollen. Alors Météo Pollen, c'est une application mobile que nous avons développée et qui est la première application mobile qui permet de diffuser de l'information de prévision de concentration de pollen partout en France. Cette application Météo Pollen, elle est très simple. Vous avez un écran affiché. Donc elle indique effectivement la concentration en pollen et elle affiche également des informations notamment de qualité de l'air et des informations météo, par exemple la température et le vent, parce qu'on sait que ce sont des facteurs qui peuvent induire, qui peuvent influencer la façon dont les personnes vivent l'allergie. D'accord ? Cette application, il y a également un volet information avec toute une pédagogie autour des 3 pollens que l'on prévoit. Donc les 3 pollens, je ne les ai pas cités. Il s'agit donc du pollen de l'olivier, du bouleau et des graminées. Et également une partie conseil pour tout simplement vous aider à, s'il y a des allergies dans la salle, vous aider à mieux vivre l'allergie. Donc cette application Météo Pollen en chiffres, aujourd'hui, c'est 20 000 téléchargements. C'est une application qui a à peine un mois d'existence, donc qui marche plutôt bien. On sent qu'il y a une grosse attente. Et cette application, donc, elle est disponible sur tous les stores, Android et iOS. Et cette application n'aurait pas été possible sans l'aide de partenaires que je vais donc citer et remercier par la même occasion. Le premier en haut à gauche, vous ne le connaissez peut-être pas, il s'agit de l'ECMWF, c'est le Centre européen de prévision météorologique, l'équivalent de Météo France au niveau européen, qui nous a financé en partie pour la réalisation de cette application Météo Pollen et qui a également mis à disposition un certain nombre de données qui nous ont permis de faire ces graphes, cette jolie jauge à pollen que vous avez pu voir juste avant. Également Météo France, bien entendu, pour son conseil scientifique, et puis pour les prévisions météorologiques qu'on a eu l'occasion d'inclure dans cette application. Et enfin, Toulouse Métropole, bien entendu, qui nous a aidés à pouvoir entrer en contact avec des experts régionaux de la qualité de l'air et également de l'allergie, parce que ce n'est pas notre métier, bien évidemment. Pour refaire une connexion avec finalement cet espace ici, puis cette exposition Humain Demain, notre sentiment à WeatherForce, c'est qu'effectivement l'humain de demain, c'est un humain qui est informé, qui a la bonne information entre les mains. Et on voit que ça a un impact, que ça peut avoir un impact réel sur la façon, sur notre vie quotidienne. Et effectivement, dans ce cadre-là, on soutient tout à fait les initiatives autour d'Open Métropole et puis les initiatives autour de l'Open Data en général qui sont de nature à faire émerger un écosystème de start-up qui peuvent vraiment, par leur innovation, créer des solutions innovantes à des problèmes qui peuvent toucher les Toulousains et puis les gens dans le monde entier. En l'occurrence, nous, effectivement, on a cette vocation à travailler à l'international. On a fait notre première application ici en France avec l'aide de Toulouse Métropole et on est très content de ça. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'on va passer à la séquence des questions. Donc si vous voulez bien me rejoindre, les autres présentateurs et présentatrices, intervenants, Caroline. Voilà, donc merci à vous 4 pour vos présentations. Je pense que c'était très clair, assez percutant. Bon, voilà, y a-t-il des questions parmi vous? Est-ce que ça suscite des commentaires, des réflexions, des envies d'en savoir plus? Profitez-en, ils sont là pour vous ce soir. N'hésitez pas. Voilà. Bon alors, vas-y. Julien, pourquoi uniquement 3 pollens? Alors, merci pour cette question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, pourquoi 3 pollens? Tout simplement parce que 3 pollens, c'est déjà beaucoup. C'est assez complexe, finalement, de prévoir la concentration de 3 pollens au niveau de la France. Concrètement, ce sont des données qu'on récupère en open data du Centre européen de météorologie,
qui pour l'instant, après des années de recherche, ne parvient de façon fiable qu'à donner l'information sur 3 pollens. Donc je les recite, bouleau, olivier et graminées. Et effectivement, on est en contact régulier avec eux, on sait que d'autres pollens sont prévus, mais effectivement, pour pouvoir donner une information fiable, délivrer une information fiable auprès des personnes qui sont allergiques, en fait, ça nécessite beaucoup de temps de recherche, et aujourd'hui, seulement 3 pollens sont prévus. Enfin, en tout cas, sont disponibles. Mais effectivement, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger effectivement l'application Météo Pollen, parce qu'effectivement, plus la demande sera grande, plus ces scientifiques au niveau européen seront motivés pour travailler sur d'autres pollens qui nous empoisonnent un peu la vie. Oui. Justement, c'est quel type d'informations qu'on recoupe sur ces pollens? C'est la quantité qui sont lâchés dans l'air? C'est à quel moment, au moment T? Vous avez une histoire, une historicisation de tout ça? C'est-à-dire que c'est au fil des années que vous savez qu'à telle période, c'est quoi les données derrière? Alors, c'est quoi les données derrière? Donc, c'est une grande question. J'espère que vous avez une demi-heure devant vous. Vous n'êtes pas. Alors, pour simplifier, aujourd'hui, en fait, pour essayer de prévoir la diffusion de pollen, on va faire une sorte de cadastre. Alors, quand je dis on, c'est pas moi, hein. C'est vraiment les scientifiques du Centre européen de météorologie qui sont brillants et qui prévoient en fait la diffusion de pollen à partir de la façon dont de la quantité de soleil qui a été reçue, de la pluie, etc., etc. Et à partir de là, donc on va imaginer quand est-ce que le pollen va être libéré et puis transporté, notamment par le vent, grâce aux prévisions météorologiques. Donc effectivement, donner des prévisions de pollen sur Toulouse, c'est très très complexe parce que finalement, c'est modéliser tout le cycle de développement d'une plante, le développement et la libération de pollen, jusqu'au transport à Toulouse. Donc ce sont des heures et des heures et des heures de calcul de supercalculateurs au niveau européen. Et effectivement, c'est ça qui aboutit aujourd'hui à avoir une information qui est de concentration de pollen, c'est-à-dire de nombre de grains par mètre cube. Et donc ce qu'on a fait nous, effectivement, avec l'aide d'allergologues avec qui on a eu accès grâce à Toulouse Métropole, c'est traduire finalement cette quantité de grains en mètre cube en quelque chose de plus incompréhensible en fait pour tout un chacun, tout simplement. Et voilà, et donc à partir de là, on a su créer une jauge qui en fait tient compte de deux facteurs, à la fois en fait des seuils à partir desquels on sait que les gens peuvent déclencher une allergie, mais également on a calculé une climatologie du pollen, c'est-à-dire qu'à partir de données du passé, on sait qu'effectivement à Toulouse, pendant la période de pollinisation, on est sur un taux, un pic qui ne dépasse pas un certain seuil, et lorsqu'on s'approche de ce pic, on va nous dire que c'est un pollen élevé, mais ce pic-là, il va être spécifique à la ville de Toulouse. On est vraiment sur une information qui est géolocalisée partout en France et qui est spécifique. Parce qu'effectivement, on n'a pas, tout le monde n'a pas la même réponse allergique. À Toulouse, peut-être que ce sera les graminées ou d'autres qui primeront davantage. Mais effectivement, on a cette approche climatologique de la concentration de pollen. Et avec toutes ces données scientifiques, le challenge, c'était finalement d'en faire une interface assez simple. Voilà, j'espère qu'on y est arrivé. Voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Je sais pas. Oui, une autre question devant. Bonsoir. J'ai une autre question. Depuis quand vous développez cette application? Et vous-même, est-ce que vous êtes hyper allergique? Est-ce que vous travaillez également avec des ergologues ou pas? Merci. Oui, c'est intéressant parce qu'on a entendu un exemple de start-up qui était parti aussi d'un constat personnel. Donc, est-ce que vous êtes allergique au pollen? C'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai la chance de ne pas être allergique. C'est peut-être aussi parce que je vis avec une médecin, au titre personnel. Bon, ça c'était une petite parenthèse, c'était une petite blague. Cela ne nous regarde pas. Non, à titre personnel, je ne suis pas allergique. Effectivement, c'est pas un hasard en fait qu'on ait choisi ces données-là de concentration de pollen. Parce qu'effectivement, c'est des données qui étaient disponibles en open data, mais qui étaient utilisées par personne. Voilà, et donc effectivement, on a en fait répondu à un appel à projet du Centre européen de météorologie pour utiliser et trouver un cas concret d'utilisation de ces données-là. À titre personnel, je ne suis pas allergique. Évidemment, dans mon environnement, j'ai beaucoup de personnes qui sont allergiques. Parmi les fondateurs, je ne dirais pas lequel des deux, mais il y en a un des deux qui est très très allergique aux graminées. Et effectivement, ça a fait aussi partie ça a été, on va dire, important dans le choix de ce projet-là. Et au-delà de ça, c'est intéressant pour WeatherForce parce que c'est dans le cadre de notre développement, de faire une plateforme de diffusion d'informations météorologiques, c'est une étape intéressante où on peut travailler sur un sujet plus petit et puis finalement avoir des perspectives et grossir. Et son évolution de l'application, vous voulez dire? Alors l'application, effectivement,
Elle va évoluer donc en 2 temps. On va effectivement faire des améliorations d'un point de vue ergonomique. On va travailler avec le Centre européen, en tout cas, on va essayer de voir avec eux si c'est possible d'intégrer de nouveaux pollens. Et puis voilà. Pour votre question concernant donc, le contact avec les allergologues, effectivement, on n'a pas vocation, nous, à être allergologue ou spécialiste du pollen. On est spécialiste en météorologie, donc c'est complètement différent. Et pour cela, effectivement, dans notre démarche centrée utilisateur, on a eu l'occasion de rencontrer des allergologues éminents sur la région toulousaine et qui nous ont aidés à... Oui, tout à fait. C'est vrai que la ligne rouge en fait, qu'on se trace, c'est qu'effectivement, une application mobile, on ne se voit pas, nous, prescripteurs. Oui, ce n'est pas une application médicale non plus. Voilà. C'est une application d'information, comme vous avez bien dit, ce n'est pas prescriptif. Voilà, donc c'est là. Donc voilà, c'est vrai que voilà une différence entre l'aide et la prescription. Nous, on n'a pas vocation à se substituer au médecin. Donc effectivement, c'est une application qui permet d'avoir une information, un nouveau regard en fait sur la concentration en pollen qu'on peut en fait voir aujourd'hui, demain, après-demain. Et c'est déjà assez intéressant. Et je pense que les personnes qui sont vraiment allergiques, finalement, avec cette information-là, peuvent mieux se soigner. Mais c'est pas l'application de leur donner, c'est vraiment à l'allergologue en fait et aux spécialistes de les informer. Je vous en prie. Voilà, il y avait une autre demande de question devant. On va vous donner un micro. Merci. Bonsoir. Moi, c'est pas une question, en fait, c'est juste un commentaire comme ça. Pour tous, c'est bien de faire des sites aussi parce que les applications, on n'a pas tous des smartphones, en fait. Du coup, surtout pour WeatherForce et SoAppli, je sais que vous allez faire un site. Voilà. Et c'est encore bien Internet sans les smartphones aussi. Aussi. Je suis d'accord. Et je complète le propos par rapport à toutes ces données, parce que vous disiez l'humain de demain, c'est aussi un humain bien informé. Donc, on voit bien que sur la problématique environnementale, que ce soit les pollens, que ce soit la pollution, les citoyens sont très demandeurs de ce type d'informations. Et on travaille au niveau de la métropole sur un observatoire urbain environnemental. Vous avez vu qu'à Toulouse, on a des forces exceptionnelles de collecte d'informations, que ce soit météo, mais de producteurs de données très utiles. On a des très gros centres de calcul. Enfin, à Toulouse, on est assez robuste, on va dire, là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible de l'information utile, pas évidemment toute la data disponible, mais de l'information utile qui puisse vous permettre au quotidien de savoir où sont des points de fraîcheur, contrairement à des îlots de chaleur, de pouvoir avoir des alertes en cas avant les grosses canicules. Alors on parle beaucoup des seniors, mais pas seulement, c'est les bébés, des points d'eau. Donc voilà, tout ça, c'est aussi de la donnée qu'on va collecter. Et donc ce ne sera pas qu'en appli, ce sera aussi disponible. Voilà. C'est vrai que c'est difficile d'aller faire ses courses avec son ordinateur. Donc, si vous voulez pas. Effectivement, on a, de par les utilisateurs, décidé de faire ce qu'on appelle un applicatif web parce que c'est demandé, ne serait-ce que pour la gestion du stock. Donc, même si après, on pourra envoyer les données via un SMS, simplement, sans parler de le faire via l'appli. Mais oui, c'est quelque chose qui nous a été déjà remonté, donc dont on a tenu compte, effectivement. Dans tout ce qui a été dit, on a évoqué plusieurs fois le mot open data. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ici. Voilà. Donc peut-être ce serait intéressant que vous redéfinissiez ça parce qu'on vient de parler des données, justement, de la mise à disposition des données. Donc je ne sais pas, Julien, c'est encore vous qui vous y collez? C'est encore moi, avec plaisir, hein, monsieur. Qu'est-ce que c'est que l'open data et c'est quoi l'intérêt justement de cette chose? Si je peux dire comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de l'open data, je vais essayer d'en parler rapidement, en tout cas ce que je connais. Aujourd'hui, la mouvance Open Data, c'est le fait pour une institution, une administration, Toulouse Métropole par exemple, et je sais qu'ils le font déjà, de mettre à disposition du public, des entrepreneurs, etc., des données gratuitement utilisables dans un format utilisable facilement. Aujourd'hui, pour nous, WeatherForce, c'est par exemple donc, le Centre européen de météorologie qui nous a donné accès à des données particulières dans des formats particuliers, qu'il faut certes effectivement analyser, mais grâce à laquelle en fait, on a pu créer cette application Météo Pollen. Et sans ces données-là, effectivement, on n'aurait pas pu faire grand-chose, alors qu'on voit qu'il y a, avec le nombre de téléchargements, pour rappel, on est à plus de 20 000 en à peine un mois, on voit qu'il y a une demande. Donc effectivement, cette démarche Open Data, c'est vraiment la libération, la mise à disposition du public, des entrepreneurs, de données exploitables facilement
pour en fait les croiser et en créer davantage créer des applications en fait qui n'avaient pas été forcément imaginées au départ. Voilà. Ça va dans les deux sens parce que nous aussi on utilise une base open data et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils nous font descendre de l'information qu'on utilise, mais nous on fait remonter de l'information aussi qui est disponible aussi gratuitement. Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les données que vous récoltez sur les habitudes de consommation des gens, finalement, c'est des données aussi qui sont ouvertes ? Oui, aussi, c'est surtout que sur des produits. Donc nous, par exemple, quand on scanne un produit, du moment qu'il est scanné, vous savez quel est le produit. Si c'est un produit qui n'est pas connu par la base, je pense aux produits bio qui ont de plus en plus, qui tendent à grossir, mais qui ne sont pas encore trop référencés. Quand quelqu'un le crée via l'application, nous, on fait remonter cette création-là, en fait. Voilà. Est-ce que les gens ont dans leur frigo, est-ce qu'ils ont sur leur liste de courses? Est-ce que ça, c'est des données qui sont susceptibles d'être diffusées? Alors, pour l'instant, ce sont nos données. Non, on ne les diffuse pas. Mais ça serait envisageable, par exemple. Mais là, pour le coup, plus sur des... il y a des problèmes, je ne vais pas vous parler RGPD, hein, mais on a des problématiques autres qui nécessitent d'être moins open, en tous les cas. Voilà. Parce qu'on n'a peut-être pas... Moi, j'ai peut-être pas envie de savoir que tout le monde sache ce que j'ai dans mon frigidaire. C'est exactement ce que je veux dire. Oui, exactement. Madame? Oui, pardon. On parlait des 3 pollens. Maintenant qu'on connaît les trois noms d'arbres et tout, est-ce qu'ils sont répertoriés? Est-ce qu'il y a dans l'application justement, on sait qu'au bord du canal il y a tant de platanes, dans telle zone il y a tant d'arbres qui sont justement allergisants, et est-ce qu'on peut justement freiner justement ces plantations justement d'arbres, d'arbustes ou de graminées? Oui, c'est une question en deux parties. Oui, alors je réponds à la deuxième, oui. C'est ça. C'est vraiment un outil d'aide à la décision, hein, tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment ça. C'est de le rendre visible et que les citoyens en aient connaissance, mais au-delà de ça, nous, d'adapter évidemment nos choix d'aménagement par rapport à ces propositions-là, clairement. Alors donc, pour la première partie, c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des données de prévision qui n'ont pas forcément cette finesse, on va dire cette finesse géographique. On ne va pas forcément savoir exactement si c'est au bord du canal, etc. Exactement, tout à fait. Pardon. Voilà, oui, effectivement, comme vous le disiez, le vent en fait transporte le pollen. Oui. Vers, à un moment donné, justement, des sites où s'élèvent. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec le vent, finalement, et puis des zones sont plus touchées que d'autres, peut-être aussi. Et en fait, pas forcément, parce qu'en fait, on parle vraiment de particules toutes petites. Hein, un pollen, c'est quelques micromètres, donc c'est vrai que ça se transporte facilement. Effectivement, le pollen ne tombe pas sous l'arbre. Donc, on a effectivement des zones où il y en a plus. On sait qu'au bord du canal, il va y avoir des platanes. Et qu'effectivement, si on est dessous, il va y avoir peut-être quelques platanes qui vont nous en mettre. Mais enfin, si on est autour, effectivement, on aura le même impact. Mais effectivement, c'est vrai que l'application Météo Pollen, aujourd'hui, elle a été conçue centrée sur la personne, centrée utilisateur. Et effectivement, après, un des usages dérivés, ça pourrait être effectivement de s'en servir pour imaginer les espèces d'arbres, en tout cas, à planter. Mais en tout cas, elle n'a pas été conçue forcément dans cet objectif-là initial. On peut réduire quand même aussi je pense dans l'application justement Smart City, de savoir qu'il y a tel ou tel arbre, les répertorier, je pense que c'est le but. On pourrait même imaginer une connexion entre Biocenis et puis Weatherforce. Tout à fait, on va discuter juste après. Le début d'une nouvelle histoire ce soir. Et pardon, pour la liste des courses aussi, moi j'étais surprise. Non mais c'est vrai, puisque la dame est présente, autant lui poser des questions. Moi je fais ma liste sur un bout de papier ou alors même sur une application, même pas application, sur les téléphones smart. On peut donner déjà des noms, une liste. Oui, tout à fait. On peut suivre ou pas. Mais apparemment, il y a un code pour saisir et mettre soit dans le frigo ou le congélateur ou... Les codes barres. J'ai pas très bien compris. Les codes barres que vous avez tout simplement sur chaque produit. Vous pouvez scanner un code barre et dire c'est un produit dont j'ai besoin. Comment on sait qu'il n'y en a plus C'est de la gestion de stock. Parce qu'on perd toujours quand même du temps en informatique. Ça dépend.
Si, plus ça, plus un questionnaire, plus machin, on dit 5 minutes, mais c'est 10 ou 15. Alors après, l'idée, effectivement, c'est qu'il y a un travail de gestion de stock, c'est de la gestion de stock. Donc au départ, il y a un certain travail à faire. Après, l'appli se veut intelligente, c'est-à-dire qu'elle retient tout ce que vous avez fait. Elle va vous alerter parce qu'il vous manque quelque chose, parce que vous êtes en fin de stock d'autres. Moi, je donne toujours cet exemple-là, j'ai des petits à la maison. Si j'ai pas de lait de croissance, c'est un peu la cata. Il faut lui donner quoi? Un rythme de on mange tant par jour ou par... Elle le trouve elle-même, le rythme, en fait, fonction de ce que vous consommez, de ce que vous rentrez, de ce que vous sortez, tout simplement. Si moi, j'arrive à 2 packs deux bouteilles de lait de croissance, par exemple, elle va me dire, attention, moi, j'ai détecté que la consommation, c'était plus un pack de 6 par semaine. Là, vous n'allez pas faire la semaine, quoi. Grosso modo, c'est ça. Alors, elle ne vous dit pas ça comme ça, hein. Elle n'est pas aussi intelligente. Mais en tous les cas, elle va vous alerter sur un défaut de stockage. C'est de la gestion de stock, mais au niveau des particuliers, tout simplement. Voilà. Oui, elle enregistre régulièrement ce que vous achetez. Si vous n'achetez pas les mêmes quantités, elle va vous dire attention, là, vous achetez pas les mêmes quantités. Ou si vous achetez trop parce que vous avez déjà, elle va vous alerter aussi. Voilà. C'est ça l'idée. Il y a aussi des frigidaires dits intelligents qui, en fait, savent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est un peu bizarre comme phrase, mais bon. Et dit du comme coup, ça, oui. Oui, c'est ça. Et peuvent vous alerter aussi pour dire attention, le stock d'œufs ou le stock de lait est en train de diminuer, voire de bière. Alors sur la théorie, oui. C'est vrai qu'en pratique, pour l'instant, on est peu à être équipé parce que ça coûte une blinde, pour rien dire, on va dire autre chose. Donc oui, après, effectivement, on peut aller chercher plus loin. Mais là, un frigo connecté, c'est l'idéal, mais ça coûte très cher, en fait. Voilà. Monsieur ? Madame, si vous voulez bien prendre le micro, s'il vous plaît, comme on ne vous entend pas. Oui, excusez-moi. Enfin, je pense que ça va toucher qu'une certaine partie de la population, et très minime par rapport aux habitants des villes. Enfin, si on a besoin d'un ordinateur pour savoir notre stock, enfin, moi, je ne comprends pas. Là. Et ça dépend combien vous êtes à la maison. Moi, j'étais incapable avant de vous dire ce que j'avais, ne serait-ce que dans mon congélateur. J'ai un congélateur armoire, j'ai 6 tiroirs. J'en ai un qui est tombé en panne une fois. Quand j'ai fait le calcul de ce que j'avais dedans, parce que j'ai tout photographié pour mon assureur, j'ai pleuré en fait. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que finalement, aujourd'hui, on met des choses dans le congélateur pour pas les gâcher. On les oublie. On rachète. Voilà, on met des steaks hachés parce qu'on s'est dit, tiens, les steaks hachés, ça ne dure pas très longtemps en plus. Hein, les garder plus de 24 heures, c'est dangereux. Donc, on les met dans le congélateur pour éviter qu'ils s'abîment. Et puis, le jour où on a envie de steaks hachés, on dit, bah, tiens, je vais racheter les steaks hachés. Et on a oublié qu'on en avait dans le congélateur. La plus grosse problématique, elle est dans le congélateur et dans le placard. Elle n'est pas forcément dans le frigo, parce que le frigo, on l'ouvre tous les jours, finalement. Mais dans le congélateur et dans le placard, c'est énorme, en fait, ce qu'on peut jeter. Je suis très surprise que l'on ait besoin d'un ordinateur pour ça. Alors, on n'a pas besoin de son ordinateur en permanence. Ça m'affole. Tout dépend combien on est à la maison, en fait. Voilà. Je pense qu'on n'est plus des enfants. Je pense que c'est comment on utilise nos produits. Les produits que l'on achète, si on en met une trop grande quantité à cuire, effectivement, on en jettera. Je crois que c'est plus à ce niveau-là, mais ce n'est pas au niveau de mettre tout ça dans un ordinateur pour savoir comment on doit, combien de paquets de pâtes on doit acheter. Je crois que... Alors, ça dépend où on vit et comment on vit, en fait. Parce que, très clairement, quelqu'un qui vit... Nous, on a souvent ces remontées-là, parce qu'on commence à isoler un peu les utilisateurs. Aujourd'hui, on a ces remontées-là de gens qui vivent en ville, dans des appartements, donc qui ont peu de stockage, finalement, qui ont des petits congélateurs ou des petits placards épicerie et qui vivent à 1 ou 2. Voilà, alors c'est pas une généralité, mais souvent on a ces remontées-là là-dessus. Pour des gens qui ont des maisons déjà, donc ils ont beaucoup plus de capacité de stockage, ils ont 1 voire 2 congélateurs, les placards, ben voilà, on entasse. Moi je vais vous dire, c'est quand je vous parle d'expérience personnelle, c'est de l'expérience personnelle. Cette application-là, elle n'était pas destinée à être rendue publique à la base. Moi j'ai un mari qui est développeur informatique. Et c'est que, je vais vous raconter toute l'histoire, je vais vous raconter ma vie, tant pis. Ma grand-mère est décédée et ma mère m'a dit, est-ce que tu veux récupérer le congélateur de mamie? Et je lui ai dit, oui, pourquoi pas. Mon mari fait, ouais, c'est cool et tout. Je dis, oui, c'est cool. On va avoir un gros congélateur, on ne saura pas ce qu'il y a dedans. Le jour où on va déménager, parce qu'on est un peu adepte de ça, voilà, on va vider, on va se rendre que si tombe en panne, ça sera pire. Et là, je me suis dit, moi je suis très smartphone, hein, c'est peut-être un défaut, mais je suis un peu geek. Je me suis dit, je vais chercher une appli qui fait ça. J'ai pas trouvé. Donc j'ai dit à mon mari, tu peux me faire ça? Il me dit, oui, si tu veux. Et puis quand j'en ai parlé aux copines, elles m'ont dit, tu crois qu'il peut le mettre sur mon téléphone? Tu crois qu'il peut le mettre? Voilà, jusqu'au jour où des copains m'ont dit, mais
voilà, fais partager ton expérience parce que finalement, tu n'es pas la seule à avoir cette problématique-là. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. C'est ce qu'on appelle de l'UX chez nous, en fait. Voilà. Je suis une maman de 4 enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai eu à gérer une maison, mais je n'ai pas eu besoin d'un ordinateur pour savoir si j'ai besoin de telle quantité pour cuire pour un repas de 6 personnes. Je n'ai pas besoin d'un ordinateur. C'est d'utiliser ce que vous avez déjà sans suracheter, en fait. Si vous me dites que vous n'avez jamais rien jeté qui était emballé, j'ai envie de dire tant mieux, c'est que vous êtes très bien. Mais ça, on l'entend souvent aussi, mais quand on regarde les chiffres, nous, tout le monde nous dit, et moi la première, non, mais moi je jette pas. Et puis finalement, on se rend compte qu'on jette tous. En fait, et que si on faisait un peu plus attention à ce qu'on achète, parce qu'on court tout le temps, parce que voilà, moi je travaille, j'ai 2 enfants, j'ai une entreprise, etc. Je me dis que si on fait un peu plus attention et si on a quelque chose qui nous aide à le faire, c'est pas plus mal. Plutôt que d'aller fouiller chaque fois que je fais mes courses, d'aller mettre la tête dans le congélateur ou dans l'épicerie, bah là j'ai juste à regarder mon smartphone. En fait, l'idée c'était de simplifier un peu la vie au départ. Mais après que des gens n'en aient pas besoin, je peux l'entendre aussi. Hein, voilà. Je veux dire, voilà. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement c'est une expérience personnelle, c'est un besoin que vous avez ressenti, que d'autres ne ressentent pas. Exactement. Et voilà, il n'y a pas de hiérarchie des besoins à opérer en la matière. Tout à fait. Et donc voilà, ça fait partie de la démarche en fait de l'innovation, souvent que les startups vont développer à partir d'un besoin qui est ressenti, qui va essaimer. C'était cette idée aussi que vous posiez comme question à partir des pollens. Est-ce que voilà, la personne est susceptible d'être voilà, et donc du coup ça va lui permettre de développer. Alors vous avez une autre question. On va passer aussi à monsieur qui avait une question. Monsieur et vous. Je vais essayer d'être rapide. C'est une question que j'adresse à monsieur Faure. Il est en train de travailler sur ce projet qui s'adresse aux personnes âgées. Et il semblerait très intéressant de l'appliquer à d'autres populations que les personnes âgées. Est-ce que c'est prévu ? Alors, ce module-là, il a une thématique qui a été définie, qui est le vieillissement. Le vieillissement et aussi en particulier la mobilité dans le cadre de la Smart City notamment. À l'heure actuelle, c'est la thématique du lab. C'est la thématique qui est retenue. Il y a d'autres... alors, sur Toulouse, il y a d'autres équipes qui travaillent... Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est un projet ciblé sur un quartier, en plus avec un projet, on parle de Blagnac, c'est dans un quartier particulier avec de l'habitat évolutif. C'est vraiment tout on va dire un concept pour penser de nouvel habitat. Donc c'est assez ciblé sur ce sujet du vieillissement. Mais par ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, au niveau de la métropole, et puis on voit bien que on n'est pas les seuls à réfléchir de telle manière. Vous avez tout à fait raison. Sur tout sujet, à chaque fois, il y a des cibles prioritaires et des publics qui peuvent être différents. Je vais vous citer un exemple. On ne fait pas que des... Là, on vous parle beaucoup de techno. On est quand même dans l'exposition Humain Demain, il y a beaucoup de techno. Mais dans les propositions de valeur de start-up que l'on teste, ce n'est pas nécessairement que très techno. On va faire une ferme urbaine. Donc l'idée, c'est de faire évoluer les usages. Et le propos que vous aviez, madame, est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien que, imaginez à l'échelle d'une ville, on est tous différents, on a tous des usages différents. Donc effectivement, les applis vont répondre à un certain panel de population et d'autres à d'autres panels. Donc voilà, tout le monde y trouve son compte, c'est ça quand même, j'espère en tout cas, c'est d'arriver aussi à satisfaire. Et puis les jeunes générations, on voit bien que la façon dont on fonctionne individuellement, voilà, de génération en génération, ça évolue d'une manière accélérée, mais assez incroyable. Alors pour revenir au propos de monsieur, on a ce fameux laboratoire des usages avec lequel on fait de la co-construction en fonction d'un projet. Voilà, il y a une direction métier qui nous dit tiens, moi par exemple pour les publics à mobilité réduite par exemple, on a pensé lancer tel projet. Très bien, vous avez pensé tel projet, c'est une très bonne idée, ça part d'un très bon sentiment, mais vérifions d'abord que c'est véritablement ce que ces publics à mobilité réduite veulent vraiment. Et finalement, à l'épreuve des faits, quand on réunit des publics cibles comme on l'a fait dans ce cas-là, finalement, on est sorti sur une autre demande qu'on a pu intégrer dans la collectivité. Et on va citer les exemples à foison, mais avec des publics jeunes. Alors c'est toujours aussi intéressant quand même de mixer un petit peu, voilà, de ne pas rester non plus que... Mais le principe du laboratoire des usages, c'est ça, c'est avant de lancer... voilà, on est toutes nos services. Imaginez une métropole, c'est 12 000 salariés, métropole, ville de Toulouse. On travaille sur tous les sujets. Tout le monde est épris de plein de bonne volonté. On veut satisfaire tout le monde, mais finalement, on s'aperçoit qu'à partir autour d'une bonne idée, si on ne la vérifie pas un petit peu, finalement, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà. Donc, le labo des usages, c'est ça. Merci. Oui,
la réponse qu'on a au début n'est pas forcément celle qui va finalement s'avérer la meilleure. Il y avait une demande de prise de parole là, je crois, et puis ensuite, monsieur. Bonjour, moi je vais rentrer dans le monde des abeilles. Donc j'ai compris que vous allez instrumentaliser donc l'intérieur des ruches pour comprendre ce qui s'y passe dedans. Et je voulais savoir s'il y avait des réflexions pour instrumentaliser l'environnement des ruches pour faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'environnement des ruches? La ruche elle-même? Non, justement. Des réflexions pour instrumentaliser l'extérieur des ruches, pour faire le lien entre le comportement de ce qui se passe dans la ruche et ce qui se passe à l'extérieur de la ruche. Alors, c'est pour le moment non. On n'est pas sur cette réflexion-là parce que du coup, ça touche. Enfin, c'est énorme finalement l'environnement. Hein, ça peut être les industries, ça peut être le monde agricole, ça peut être. Enfin voilà. Déjà, ça veut dire qu'il faudrait inventorier tout ce qui serait susceptible d'avoir une influence, même si parfois on le sait. Et d'ailleurs, on utilise l'abeille notamment pour tracer des polluants. Effectivement, quand on sait qu'il y a des industries polluantes entre guillemets. On peut utiliser des espèces sentinelles dont l'abeille pour tracer des polluants qui là sont identifiés. Donc on sait que l'entreprise elle va avoir des dioxines et des furanes, ça c'est plutôt le cas des incinérateurs ou des HAP, des métaux lourds. Et donc là on peut tracer. Mais en fait on ne sait pas le domaine des possibles. Donc c'est compliqué de tout instrumentaliser. Alors il y a des ruches qui sont... parce qu'en fait il y a plusieurs systèmes. Il y a des ruches qui sont... instrumenté, on va dire, avec dedans à l'intérieur des capteurs voilà, mais et où on va chercher des choses très précises. Donc à ma connaissance, ça existe, mais l'environnement, non. Après, il y a plein d'autres méthodes quand on a des suspicions ou quand il y a des industries qui s'implantent, elles ont besoin elles sont soumises à l'arrêté préfectoral, donc elles doivent faire des études d'impact. Et dans ces études d'impact, on leur impose de suivre leurs rejets, leurs émissions. Souvent, c'est des mesures physico-chimiques, en fait. Et nous, on leur propose de faire un complément avec des espèces sentinelles. Et il y a déjà des protocoles qui sont mis en place. Mais je vais y réfléchir, peut-être avec vous. On peut essayer de faire quelque chose avec la météo et quelque chose de ce style. Qu'est-ce que ça calcule? C'est ça votre question. Qu'est-ce que ça calcule finalement ces capteurs? Alors en fait, ça calcule pas le nombre d'abeilles, c'est plutôt des facteurs qui vont influer sur la bonne santé de la ruche. Donc la température, c'est très important. Une ruche à l'intérieur, c'est 34 degrés. Si on n'a pas 34 degrés, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça peut avertir l'apiculteur parce qu'en fait, il y a deux utilisations. Nous, là, on ne l'utilise pas du tout de cette manière-là. Dans une utilisation apiculteur, c'est vraiment pour savoir comment va la ruche, est-ce qu'il doit faire une intervention. Nous, on l'utilise d'une manière un petit peu différente, en essayant de collecter des données, de les comparer avec des données qui peuvent avoir une influence, de telle manière d'isoler des ruches qui ne fonctionnent pas bien à cause de l'environnement. Alors, le micro. Pardon. Est-ce que ça peut calculer aussi le nombre de ruches qu'il manquerait ou qu'il faudrait en plus pour qu'elles puissent se grandir, quoi. Oui, je comprends votre question. En fait, non, parce que en France, il y a 1000 espèces d'abeilles. Avec les sulfates, on a des infos que bon nombre d'oiseaux, et évidemment d'abeilles inclus, meurent et qu'il y a du souci pour justement cette organisation. Oui, là on est en pleine actualité, effectivement, voilà, mais en fait il y a beaucoup d'abeilles sauvages qui pollinisent et il y a des petits scarabées, il y a beaucoup de pollinisateurs, donc c'est pas possible de suivre tous, et c'est pour ça que l'abeille domestique, celle qui vient en colonie, en fait c'est un bon indicateur de toute la qualité de l'environnement, puisque ce qui arrive aux abeilles, pourquoi on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques sur les insectes au départ, c'est que les apiculteurs, quand ils allaient, ils trouvaient des abeilles mortes. Mais ce qui arrive à ces abeilles-là, ça arrive à toute la chaîne, en fait. Donc on sait que quand l'abeille va bien, celle qu'on peut suivre, tout le reste de l'écosystème va bien, sauf maladie particulière sur une espèce, quoi. Voilà. Oui, s'ils sont implantés à côté de champs ou de machins qui soient... Oui, c'est un bon indicateur, en fait. Oui, c'est un très bon indicateur. Tant qu'on arrêtera les sulfates et tout, mangeons français, puisque l'Espagne est encore plus... C'est un autre débat. Alors, une dernière question par ici, enfin une des dernières questions.
Oui, alors sur le nombre, là, effectivement, le nombre d'abeilles, on sait qu'il y a à peu près 50 000 abeilles par ruche, donc 5 fois 50 000, 250 000 abeilles. Voilà, sur les ruchers là, qui sont sur l'expérimentation, on sait qu'on a ces abeilles-là. Allez-y. C'est encore à vous pour cette question. Concrètement, et pour être pragmatique, est-ce que vous allez le vendre ou vous le donner à des œuvres caritatives, le miel extrait des ruches, ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va pouvoir le goûter? Alors en fait, notre métier... C'était ça la question. Dans une question est-ce qu'on peut le goûter d'éco-responsable, dans une question j'aurais dû partager votre savoir, mais également pour montrer que c'est du miel urbain, parce que c'est fait à Toulouse en fait aussi. Merci beaucoup. Nous, avec plaisir. Nous, dans notre métier de base, c'est pas de monter des indicateurs environnementaux. Notre métier, c'est de sensibiliser les acteurs économiques à l'importance de la biodiversité dans leur activité et leur proposer des actions pour agir dessus, des actions qui ont du sens. Donc du coup, le miel, quand il est implanté sur les entreprises, c'est elles qui récupèrent le miel. En revanche, par rapport au grand public, on parlait d'open data tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de mettre à disposition toutes ces données environnementales, que Toulouse Métropole le fasse pour que les citoyens puissent regarder ce qui se passe, justement, puis c'est un bon indicateur de la qualité de l'environnement. Et puis c'est aussi de monter un module pédagogique pour justement mieux expliquer ce qui se passe dans le fonctionnement des abeilles. Mais le miel, on va en parler. Alors le miel, on va en parler. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des ruches à Candy aussi, je pense. Il y a des ruches à Candy aussi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La truite. Oui, il y a beaucoup d'espèces sentinelles qui sont utilisées parce qu'en fait, faire des mesures physico-chimiques, c'est très intéressant, mais on ne connaît pas vraiment l'impact sur l'environnement. Alors que là, on sait ce qui se passe. Notamment sur de la toxicité. Voilà. Mais bon, les truites, on essaie de travailler le plus en amont possible quand même avec des larves plutôt. On a accueilli aussi il y a quelques semaines ici au Quai des Savoirs le CNRS qui distribuait des kits aussi pour faire des mesures environnementales à partir de lichen qu'on va mettre à son balcon. Et donc on a toute une cartographie comme ça de la métropole de Toulouse qui va pouvoir se faire aussi. Mais ils font pas de miel, le lichen. C'est vrai que non. le monsieur le lichen ne fait il pas a une de bonne miel. idée. Le miel, on pourrait c'est vrai que le les truites, distribuer. les abeilles, c'est plus sympa que les des lichens. truites au miel. S'il y a Oui, quelqu'un qui fait lichens, des on les mange amandes, on prend. Bien, écoutez, peut-être une dernière question. Oui, bonjour. Moi, ma question s'adresse à Jean-Baptiste et au Modulab, bientôt, qui ouvrira normalement bientôt ses portes. C'est une question très réaliste et très pratico-pratique. Est-ce que tu penses qu'il est réalisable et réaliste au jour d'aujourd'hui de mettre autour de la table des grands experts, des grands chercheurs, des professeurs et des citoyens âgés, parfois fragilisés, parfois dépendants, pourquoi pas, parce que je pense qu'on pourrait aller jusque-là, mais est-ce que c'est réaliste? Alors grand, ça dépend de leur taille et du coup de la taille de la salle. Mais globalement, ça dépend. Comme c'est une histoire de travail collectif, de travail collaboratif, ça dépend des volontés de chacun. Donc à partir du moment où les personnes sont partantes pour travailler, pour échanger avec leurs expertises respectives, d'accepter des points de vue différents, d'accepter le fait qu'une personne qui n'a pas un savoir académique, mais un savoir d'expérience peut le valoriser aux côtés d'elle, parfaitement, oui, on peut utiliser des méthodes pour un travail collectif avec des connaissances et des expertises différentes. Ah. Les personnes, Le micro, madame, s'il vous plaît. les experts concernés, par exemple les personnes âgées ou même les personnes jusqu'à la dépendance, vous les choisissez comment? Vous les sélectionnez? Vous les attirez comment? Avec du miel, oui, peut-être. Donc je pense qu'on va faire aussi une collaboration. Mais effectivement, il y a tout un travail à ce niveau-là pour communiquer sur... Pardon ? Allez-y. Il y a tout un travail à ce niveau-là pour communiquer avec les bons vecteurs, les bons moyens de communication pour toucher les différentes populations qui pourraient être intéressées pour participer. Parce que c'est aussi... on n'est pas dans une logique de test sur des personnes, hein, vous l'avez compris, là c'est vraiment des personnes qui vont apporter leurs connaissances et qui vont être dans un travail collaboratif. Donc
il faut que les personnes sachent que tel et tel projet sont en cours, qu'elles soient intéressées. Et pour ça, il faut évidemment qu'on communique de différentes manières. Quand ce sont des personnes fragilisées, on peut aller au sein, par exemple, d'EHPAD et communiquer sur les projets qui sont en cours. Quand ce sont des personnes à domicile, on doit trouver, c'est à nous de trouver les moyens pour toucher les différents publics de différentes manières. Des conférences régulières au Quai des Savoirs, par exemple, c'est un très bon moyen de toucher un public nombreux. Voilà. Il faut trouver le moyen pour toucher les personnes qu'on attend. Très bien, merci. Je ne sais pas s'il vous reste une question. Ah, monsieur. Une question concrète. Est-ce que vos applications sont rentables? Est-ce que vos applications sont portables? Rentables. Ah, pardon, rentables. Alors, moi, en ce qui concerne l'application Météo Pollen, non, pas du tout. Oui, je ferai passer le micro. Non, l'application Météo Pollen aujourd'hui n'est pas rentable. Elle est gratuite. Aujourd'hui, elle est gratuite. Faut la télécharger Aujourd'hui, on réfléchit effectivement à mettre de la publicité dessus parce qu'effectivement, gérer tous les jours des centaines de mégaoctets de données, voire davantage en fait, pour pouvoir présenter cette application-là, ça va prendre des ressources serveurs. Mais hormis de la publicité, en fait, aujourd'hui, on sait que ça ne couvrira pas l'ensemble des besoins. Voilà. SoAppli, c'est rentable? Non. Non, déjà parce qu'on n'est qu'en phase test, donc on n'a pas forcément trouvé notre business model, et que c'est un peu le principe de la start-up aussi, c'est qu'on le sait d'avance. Mais voilà, même chose, à part la publicité, effectivement, la vente de données, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est difficile de rendre une application rentable, mais on travaille sur le sujet. Pour l'instant, on travaille surtout à la rendre la plus efficace et efficiente possible, et puis après, on travaillera à la rentabilité. Mais non, elle n'est pas rentable. On le fait. Plutôt qu'utiliser. Avec des ordinateurs. On a bien compris, madame. On a bien compris votre idée. On a bien compris. Alors, juste pour vous dire, effectivement, on est assez actif sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez me dire, on n'a peut-être pas besoin des réseaux sociaux non plus, mais par exemple, sur Facebook, on met beaucoup à disposition des trucs et astuces et effectivement, même certaines choses que d'autres associations ou que d'autres startups mettent en avant pour faire avancer les choses. Il n'y a pas que l'application, il y a tout l'environnement qui va avec aussi. Voilà. Emmanuel Parache, est-ce que vous êtes rentable? Alors là, ce n'est pas une application, mais... Je pose la question. Alors, ce n'est pas du tout une application. Donc, nous, là, l'indicateur qu'on a monté, c'est expérimental. On n'a pas prévu de rentabilité dessus. Là. Parce qu'en fait, notre modèle économique, ce n'est pas du tout celui-là. Nous, on vend des prestations, des solutions aux entreprises. On implante beaucoup de ruches dans les entreprises. Moi, je suis apicultrice, d'ailleurs. Quand j'ai monté la société, je me suis formée. Et on a d'autres solutions. On fait du conseil. Donc, c'est... Enfin, voilà, on ne cherche pas la rentabilité, là on cherche plutôt à faire avancer les choses, quoi. Essayer de voir... Pardon? Oui, mais c'est d'autres parties, bien sûr, vous avez raison, il faut. Parce que le miel, bon, au bout d'un moment... Manger que du miel. Mais en fait, le modèle de développement économique, il n'est pas sur l'indicateur environnemental, il est sur des solutions que l'on propose, en fait, c'est sur de la vente de services que l'on fait auprès d'entreprises, et oui, nous sommes rentables. Juste pour finir sur la rentabilité, on conduit avec des startups à minima 10 à 15, on va dire, projets d'expérimentation startup par an. Et globalement, alors je me retourne vers Gauthier parce que je n'ai pas les chiffres clés 2017, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des effets leviers. Donc effectivement, l'objectif, c'est de faire la démonstration d'un usage ou pas, d'une preuve d'une efficience de l'application ou pas. Donc ce n'est pas toutes les startups qui effectivement vont aboutir, mais on a des projets. Bon, je vais vous citer pour ce qui est d'une appli, Kiddy Miam, qui est pour la restauration scolaire, où tous les papas et les mamans qui n'avaient pas mis le doigt dedans et la restauration scolaire non plus, mais qui vous font des alertes sur les allergènes pour la restauration de votre enfant, etc., qui permettent aux mamans d'anticiper les repas. Enfin, je pourrais vous en citer d'autres, mais en clair, voilà, dans l'objectif de l'expérimentation, c'est justement de faire tester dans la ville ce qui va marcher, ce qui correspond, trouve son marché ou pas, et certaines trouvent leur marché. Voilà, je préférais, il y a de la création d'emplois derrière tout ça également, et des effets leviers également, puisque vous savez que l'objectif d'une entreprise, c'est de passer des seuils et d'aller chercher des levées de fonds, et c'est pour un certain nombre d'entre elles également le cas. Voilà, donc ce n'est pas du 100%, monsieur, mais c'est effectivement aussi l'intérêt, c'est que ça permet du développement économique, ça permet de répondre à des usages très divers des usagers, et qui puisse être de moderniser nos services, et éventuellement d'avoir le service le plus adapté, pas toujours celui qu'on avait imaginé au départ.
Moi, pour compléter ce que vous dites, en fait, la partie indicateur environnemental, ça marche bien, on va le vendre à d'autres métropoles. Hein. Donc l'idée, c'est faire ça aussi. Voilà. Bon, bah, écoutez, très bien. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour votre participation, pour votre présence ce soir. Bravo. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez retrouver toutes ces applications et les autres projets qui sont développés par la Smart City de Toulouse, vous avez un petit fascicule il reste encore quelques exemplaires. Et sinon, vous avez sur le site donc, de Toulouse Métropole un projet Smart City. Voilà, il est téléchargeable sur Internet. Vous avez toutes les informations et tous les contacts avec les différentes startups et projets. Merci, bonne soirée.